se mettant à genoux, pardon, Majesté. Pardon. Je suis coupable. Oh! Si vous connaissiez le cœur de Barnave et si vous saviez tout ce qui se passe au fond de son cœur. Si vous saviez tout ce qu'il y avait, pour vous, dans mon âme, vous me regarderiez avec moins de courroux. Vous auriez pitié de moi, Majesté. Majesté, j'ai été entraîné, j'ai été perdu, j'ai été poussé contre vous par 1000 passions diverses, j'ai voulu attirer votre regard, bon ou mauvais, j'ai voulu être redoutable à vos yeux, qui ne voulaient pas me voir, c'est pourquoi je vous ai poursuivi. Et de toutes mes forces, je vous croyais au-dessus de ma colère, vous, la reine. Oh! Pardon. Pardon. Ma victoire a dépassé ma volonté. Je n'avais pas compté moi-même sur ce triomphe, abominable, impie, ô reine que j'admire et que j'adore. En ce moment j'ai honte et j'ai peur de ma toute-puissance. Oh! Si je vous ai forcé à quitter Versailles, si je vous ai enfermé au fond des Tuileries, si je vous ai chassé des tribunes réservées, si je vous ai fermé les jardins de Saint-Cloud, si je vous ai forcé enfin d'abandonner furtivement votre capitale et votre royaume, si je vous force aujourd'hui à rentrer captive, errante et sans voix, sous le poids de 300 000 baïonnettes ennemies, pardon. Pardon? J'ai été plus puissant que je n'aurais pu le croire, et me voilà, Dieu le sait, horriblement servi dans ma colère et dans ma vengeance. Ô reine! Ô captive! Hélas! Vous le savez, peut-être, nous autres, les rois du peuple, les rois d'un jour, nous avons des flatteurs comme de vrais princes, le peuple obéit à nos moindres désirs, nous faisons un geste, et soudain, à ce geste, il brûle, il tue, il renverse, il détruit, il n'entend plus rien. Le peuple, un lâche flatteur, se met à deviner nos désirs, et quand nous sommes tristes, il tuerait un roi véritable pour nous distraire. Ô ma reine! Ô reine, ayez pitié. Pardonnez à un roi du peuple. Ils sont bien malheureux, les rois du peuple, ils ont une puissance abominable, ils sont peu écoutés et peu obéis, eux, comme tous les rois que l'on flatte. En ce moment voyez la foule. Si je lui dis, tue. Elle tue. Et si je lui disais, sauvons cette femme. Elle tue. Et si je crie, honorons le roi qui passe, ayons pitié du roi qui revient, et qui n'a pas versé une goutte de sang, qui t'a faite libre, ô nation. Qui s'est dépouillé pour toi, qui t'a fait distribuer jusqu'au dernier morceau d'or de sa vaisselle. Aussitôt ce peuple, révolté contre son ami Barnave, immolera le petit-fils de Saint-Louis. Si je dis à mon peuple, ô peuple indulgent, charitable et juste, prends pitié de la jeune fille, un ange, qui a pansé tes blessures, une innocente qui a sauvé la reine au péril de ses jours. Aussitôt le peuple obéissant la tuera, la sainte Élisabeth. Si je dis à mon peuple, au moins, pitié pour le petit enfant royal qui tend ses petites mains à tes baisers, pitié pour ton dauphin qui sourit, car il joue ignorant avec ta colère, vois-le pleurer, si tu pleures, vois-le sourire à ton sourire. Eh bien, mon peuple égorgera ce bel enfant, car je suis le roi du peuple, et je suis obéi comme un roi. Je suis un roi vaincu, un roi suspect, un roi dont la voix n'est plus entendue, un roi détrôné, sans veto, cependant si vous me pardonnez, ô reine. Un roi tout prêt à mourir, déchiré, lui aussi, par ses propres sujets. Barnave, aux pieds d'Hélène, emporté par ses douleurs, achevant ainsi, tout haut, des rêves commencés dans l'ombre, était sublime. En ce moment, sa voix, son attitude et son geste appartenaient à la plus haute éloquence, en le voyant si près de la mort, il était impossible de ne pas l'aimer. Hélène lui tendit la main, et le releva, plus à Dieu, lui dit-elle, que je fusse la reine, en effet, et que le peuple voulût se contenter de moi.
Je vous suivrai sans peine et sans peur, Barnave, avant la mort, je vous pardonnerai tous mes malheurs. Ces paroles, prononcées avec l'accent de la pitié, firent rentrer Barnave en lui-même, il ne parut nullement chagrin de la méprise, il reprit en ces mots, j'aurais dû penser, en effet, que vous n'étiez pas loin, Madame la Comtesse, digne servante de tant de malheurs. Et je donnerais ma vie afin de la rejoindre, une heure plus tôt, dit Hélène. Êtes-vous détrônée à ce point déjà que vous ne puissiez satisfaire à mon envie ? Avouez alors que ce n'était guère la peine de détrôner votre maître légitime, au profit de je ne sais quelle puissance honteuse et cachée à laquelle vous obéissez en rougissant. En ce moment, nous entendîmes une légère rumeur au dehors. La porte extérieure de l'auberge s'ouvrit brusquement, et nous vîmes entrer, à pas précités, plusieurs hommes et plusieurs femmes, qui tous portaient sur leur visage l'expression de la plus profonde terreur. Les nouveaux venus dans la grande salle de l'auberge arrivaient cependant l'un après l'autre, en assez bonne contenance. Ils obéissaient à une peur stupide et calme. Ces gens-là ne fuyaient pas un danger, ils marchaient en arrière, au pas, retenus par une irrésistible curiosité, vous eussiez dit des premières feuilles d'automne qui se détachent au premier souffle avant-coureur de la tempête. Oh! Ce fut parmi nous un moment de traînes inexprimables, quand nous vîmes tous ces étrangers se blottir dans un coin de l'appartement, et rester assis bouche béante, l'œil ouvert, sous une force écrasante qui les empêchait de faire un pas en arrière, en avant. Nous, qui savions au fond du cœur tout ce que ces gens-là auraient à répondre à nos questions, nous gardions le silence, Hélène appuyée à la muraille et Barnave qui la regardait, croyant voir la reine, moi occupé à tout voir, à tout entendre, et tous trois comprenant que le dénouement approchait. Je vis donc entrer ces voyageurs tremblants. Hier encore, heureux et tranquilles, ils rentraient dans leur patrie, ils revoyaient en espérance amis, famille et maison, quand ils furent rejoints par l'affreux cortège. Au bruit qui se faisait derrière eux, ils avaient retourné la tête, et ils avaient vu, chose horrible, traîner, dans un char misérable, ce roi et cette reine, et tant de siècles de royauté dont le souvenir et le regret les ramenaient dans leur pays. Alors ils avaient voulu rebrousser chemin, mais les débris d'un trône brisé s'étendent si loin que la voie et l'espoir du retour étaient fermés, force avait été d'aller en avant, balayés, entraînés par le flot populaire qui ne devait s'arrêter qu'après avoir tout renversé. L'inondation avait monté jusqu'au bord, l'abîme avait appelé tous les abîmes, le fleuve avait vomi toute sa réserve, et là-bas, cette frêle nacelle au-dessus de ces têtes émues. Et la vague. Or la nacelle qui portait la France et sa fortune, elle n'arrivera pas au port. Vraiment, s'il n'y eût pas eu, quelque part, ce pauvre esquif si cruellement chargé, faible barque en proie à l'orage, et portant l'enfant, la mère et la fille, le trône et l'autel, les dieux pénates et les vieilles lois, et l'antique croyance et l'antique fidélité, notre position eût été cruelle à nous qui allions nous trouver entre deux vagues, dans ce débordement du peuple. En effet, de côté et d'autre, à chaque instant, nous arrivait un nouveau venu, l'un venait de Paris, effrayé par des cris de rage, et l'autre arrivait de Varennes, effrayé par des cris de mort. Ah! Quand ces deux colères vont se trouver face à face, voilà un double incendie, un double meurtre, un choc à briser la terre et le ciel. Vous autres, Allemands, mes frères, qui chantez en chœur les chansons de Kerner, qui faites vos révolutions dans les tavernes, et qui buvez joyeusement à la liberté du monde, vous ne savez pas ce que c'est qu'un peuple qui crie. On n'a rien entendu de pareil, dans le sabbat de Faust. C'est un bruit à briser la tête, un bruit à briser le cœur. Un peuple hurlant, les narines enflées, l'œil en feu, la lèvre livide, les dents serrées, la joue haletante et les poings fermés. Un peuple hurlant, à mort. 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 Un peuple enivré de haine et de rage et de la poussière du chemin.
rien ne l'arrête et rien ne l'apaise. Il ne voit pas le soleil sur sa tête, il ne voit pas les ronces à ses pieds, pas de remords, de pitié, pas de respect. Ah! Ville engeance. Au milieu du chemin, dans la poussière et sous la roue ardente, elle accourt en poussant son cri de mort. Un bruit à ne pas s'entendre. Un enivrement, un délire, un oubli de tout ce qui tient à l'âme, au cœur, aux larmes, à l'intelligence humaine, une ivresse hideuse, un cauchemar à l'opium, mêlé de salpêtre, d'eau de vie et de nudités obscènes, un chaos dans lequel il faut avoir été mêlé, non pas pour le décrire, uniquement pour le comprendre. Enfin, permettez-moi ce blasphème affreux, si ce cri d'un peuple est vraiment le cri de Dieu, c'est le cri de Dieu devenu fou. Le bruit était encore éloigné de plusieurs milles, que nous en avions le pressentiment confus, même nous l'entendions distinctement, ces espèces de bruits dédaignant d'arriver à l'oreille par les moyens ordinaires, le joyeux écho, capricieux messager de l'air, est inhabile à supporter des bruits si énormes, à ces bruits qui ne sont pas du ciel, et qui ne sont pas de la terre, à ces fracas de l'abîme, il frissonne, il se cache, il se blottit dans un endroit retiré, il se tait, l'écho jaseur. Jusqu'à ce qu'enfin le bruit arrive, à la voix rauque, inarticulée, prise de vin, semblable à la voix d'une poissarde, un jour de révolution. Alors, plus le bruit est grand là-bas, autour de vous, plus le silence est effrayant à l'endroit où vous êtes. C'est à peine si vous entendez dans l'air l'oiseau qui vole à tire-d'aile, poussant un cri plaintif, comme s'il avait à rendre compte d'une couronne à ce peuple en fureur. Moi, voyant ma cousine hors d'elle-même, et Barnave obéissant à la même fascination, l'œil fixé sur Hélène et la dévorant du regard, et toujours prêt, à chaque instant, à l'appeler « Majesté ». J'eus peur de ce que Barnave allait dire, et je songeais à fixer autre part son attention. Justement le hasard m'avait fait reconnaître en ces voyageurs égarés plusieurs acteurs subalternes du drame inextricable et puéril dont j'avais été la victime et le héros. Je disais à Barnave, en lui montrant le premier voyageur qui était entré du côté de Varennes, « Voyez-vous cet homme? Il tremble, et savez-vous d'où vient sa terreur? Cet homme, je le connais, et peu s'en faut que je ne sois parti avec lui pour la Suisse. Il allait en Suisse y chercher un papillon qui lui manque. Il revient. Il rencontre en son chemin cette monarchie éparse en 1000 fragments, et le voilà qui abrite son chapeau sous sa poitrine et qui va tête nue, exposé, l'imprudent, à saluer le roi et la reine, comme ferait un Montmorency. Mais s'il va tête nue, au moment où le roi passe insulté par ses propres sujets, ce n'est point par respect pour la royauté ou par respect pour le malheur, c'est uniquement afin que sa collection soit complétée, uniquement pour protéger son insecte favori, pour que l'aile d'azur ne perde rien de la poussière qu'il adore. Oh! Vous êtes d'une nation bien méprisable, à mon sens. Comme j'achevais ces mots, et comme Barnave allait sourire, je vis entrer un autre voyageur, il s'assit au coin de la cheminée, et je le reconnus aussitôt. Cet homme abandonné, que vous voyez là-bas près du foyer éteint, courber sa tête sous ce beau rayon de soleil, je l'ai vu heureux et bien portant, par une froide matinée en hiver, se mettre en quête d'une édition d'Horace. Rien ne lui coûtait pour posséder son auteur favori. Il en parlait avec l'ardeur d'un amant d'autrefois, courant après sa maîtresse. Eh bien, cet homme entêté de poésie, il a passé, tantôt, devant le char funèbre, il a vu le roi tête nue, et couvert d'opprobre, le roi de France. Or ça, je vous prie, à quoi sert la poésie, à quoi sert l'enseignement du poète qui se félicitait de l'amitié d'Auguste? Voilà un adorateur d'Horace, un poète, un savant, un artiste. Il n'a pas assez d'âme, assez d'honneur pour faire un instant cortège à son roi. Il fuit devant la foule, en dépit de sa poésie, et pourtant il traduit l'éloge de Caatone, debout sur les ruines du monde. Ô poésie!
Ô vanité royale! Tu n'as pas trouvé un mot de consolation pour le petit-fils du grand roi? Pas un mot de reconnaissance ou de pitié? Vous êtes d'une nation bien déshonorée et bien lâche aussi, monsieur Barnave, convenez-en. Au milieu de mon discours, une femme était entrée, elle tenait une fille de 14 ans, par la main. La mère était éclatante de bonheur. Elle fit asseoir sa belle enfant à la table de l'auberge, elle lui donna à boire, en buvant avant elle, et soufflant sur le verre pour le réchauffer, puis elle déchaussa son enfant, elle essuya ses pieds fatigués, puis elle arrangea ses cheveux, elle lui lava les mains et le visage, elle l'embrassa, puis la petite fille appuya sa tête sur les genoux de sa mère et s'endormit, la mère ne fit plus un seul mouvement. Elle veillait, bien heureuse, et retenant son souffle, elle veillait pour son enfant. Je poursuivis, montrant du regard cette femme et son enfant. Les mères elles-mêmes, les femmes intelligentes de tout ce qui touche à la passion maternelle, ne comprennent rien à l'étrange phénomène qui se passe en ce moment. Je vous en fais juge, est-ce juste, est-ce vrai, cela? Voici une femme, une mère. Elle a laissé chez elle 4 enfants en bas âge. Elle a son fils aîné qui, pour elle, a prié nuit et jour. Elle a son fils cadet, une tête blonde et bouclée et qui fait des élégies, un autre qui ne pense qu'à Turenne et au Grand Condé, que vous dirai-je. Elle les a quittés tous les 4, pour aller chercher son autre enfant, sa Clémence. Elle arrive, et contente, et triomphante, ayant complété sa collection de beaux enfants, elle rencontre en son chemin une mère, un enfant, une mère qui pleure et son enfant qui la console, elle entend maudire, exécrer cette femme et cet enfant. Cette femme heureuse et mère de 5 enfants, la voilà qui passe indifférente aux larmes de la reine. Elle essuie, avec une tendresse ineffable, les pieds de sa petite Clémence, et pour le dauphin de France elle n'a pas un regard de pitié. Son cœur de mère ne lui dit pas que ses 2 enfants se tiennent, que ses 2 mères se tiennent, l'une captive au fond de ce carrosse exécrable, et l'autre allant librement sur le grand chemin où tout l'accompagne, espace et soleil, elles sont pourtant, l'une et l'autre, unies par le même lien. Elle ne comprend pas, cette mère heureuse, que tout cela ne fait qu'une famille, une seule vie, une seule captivité, une seule royauté. Elle ne comprend pas qu'il faut que les pères règnent ensemble ou meurent le même jour, qu'il en sera ainsi pour les mères, que les enfants, jeunes branches si peu vivaces, se sécheront sur le même tronc desséché, et la voilà tranquillement assise auprès de son enfant, comme s'il ne s'agissait que d'un papillon. Il faut que vous soyez d'un pays bien à plaindre, ô Barnave. Pour que les mères elles-mêmes en soient venues à cet excès d'égoïsme et de tranquillité, d'ingratitude et d'aveuglement. Chapitre X. Voilà comment je parlais pour empêcher quelque imprudence inutile, et pendant que ma chère Hélène effrayée cherchait à retrouver son courage et ses sens. J'ai dit que nous étions resserrés entre 2 bruits. À chaque instant les 2 bruits que nous avions entendus de si loin s'affaiblissaient, ou prenaient un accent plus sauvage en se rapprochant. Quelle pitié! Quelle immense terreur! Que faire et que devenir? La chose allait et roulait, hurlante, et le moyen de ne pas être envahi et brisé, dans ce choc immense, entre ces 2 invasions. Le moment certes était terrible, en vain je cherchais à calmer les terreurs de ma cousine et de Barnave, ils me faisaient pitié tous les 2, elle était si faible, il était si craintif. Elle était résignée au sort qui l'accablait, il se sentait écrasé par la force même dont il était le dépositaire et le valet. Bientôt les premiers Parisiens arrivèrent, ivres de colère et de vin. Cette étrange populace allait par monceaux, comme les sauterelles d'Égypte, elle vivait comme elles, en ravageant. C'était une masse haletante, informe, aveugle, hideuse. Un ramassis des plus abominables et des plus bruyantes clameurs. Tantôt ça hurlait à abaisser le ciel. Tantôt ça se taisait à charmer l'enfer. Une fumée immense accompagnait cet incendie.
Et ça roulait, lentement, sans suite et sans fin, tantôt s'arrêtant, tantôt marchant. Ça n'a de nom dans aucune langue, un bruit pareil. À ce bruit de l'autre monde nous nous sentîmes défaillir. En ce moment l'aimable amateur de papillons regarda son brillant insecte au fond de son chapeau, l'homme au bouquin ouvrit son Horace, la mère appela sa Clémence. Aux profondeurs de l'égoïsme humain. Même, ces trois personnages qui, à mon avis, étaient possédés d'un assez innocent égoïsme comparé à l'égoïsme général, trouvèrent le moyen de parler dans cet horrible moment, leurs paroles roulèrent toutes sur l'objet de leur passion. L'un disait, regardant son insecte, c'est un vrai papillon à tête de mort, Papilio atropo, il a 5 pouces de vol, il est nuancé de raie noir et jaune, il sera d'un bel effet dans ma collection. L'autre murmurait tout bas cette épître d'égoïste, qui n'est pas la moins belle de celle d'Horace, ne s'étonnez de rien, ô numicieux. Voilà le secret du vrai bonheur. La bonne mère appelait, Clémence. Arrive ici, Clémence, tu verras bien ce qui va passer, mon enfant. Barnave, Hélène et moi, sur cette route de l'épouvante, nous attendions, pareils à des malheureux que l'on vient chercher pour les conduire à l'arbre du malheur. Tout à coup nous voyons Castelnau. Ô misère, ô pitié. Ce n'était pas le fou de la reine. Ô douleur. C'était la tête de Castelnau. L'œil sanglant, la bouche ouverte et les cheveux pendants empreintes de cet effroi que jette la mort quand elle est lente à venir. Cette tête, asile ingénu de tant de courage et d'un si pur dévouement, se balançait au hasard. Penchée, elle voltigeait autour de la tête de Barnave. Elle voltigeait, obéissante, à un caprice bizarre, et sans rien dire, et sans rien voir, muette, et se balançant joyeusement, à tout prendre, jamais tête d'homme ne s'était balancée ainsi. Et l'homme qui la portait au bout d'une pique s'assit sur le banc de l'auberge en criant, « À boire ! À boire !» Il avait bien joué son rôle en cette tragicomédie, il avait soif, il voulait boire et se reposer un peu, et pendant qu'il parlait, la tête de Castelnau allait çà et là, nonchalamment, comme une girouette par un vent faible et douteux. Dans cette épouvantable révolution où la force venait d'en bas, de si bas, ils avaient pris l'habitude, une fois pour toutes, de couper ainsi les têtes et de les placer au sommet des piques, comme les Romains y plaçaient une botte de foin, rien ne leur semblait plus simple et plus naturel. Une pique appelait la tête, une tête appelait la pique, on vous tuait pour un soupir, pour une larme, une grâce, une pitié, un regard sympathique au malheur. Votre tête, aussitôt qu'elle déplaisait au peuple, était une tête coupée. Ainsi, ils avaient coupé la tête de Castelnau pour lui apprendre à saluer la reine, à se découvrir à son passage, à l'appeler Majesté, à crier « Vive le roi !» Castelnau. Castelnau. Parfaite image de l'antique fidélité. Castelnau, vieux sujet d'autrefois, qui meurt et qui revient, mort, faisant cortège aux côtés de son roi malheureux. À l'aspect de cette tête, Barnave se sentit mourir. Cela fut si fort que l'Horace tomba des mains du savant, que la mère en oublia sa fille, et l'homme aux insectes, son papillon à tête de mort. Moi je m'élançai au-devant du char funèbre, en criant, au crime, au meurtre. Et cette avant-garde qui se reposait haletante comme le tigre repu, je la tirai de son repos. Alors, si vous eussiez été là, vous l'eussiez entendu rugir, cette foule, à la lanterne. À la lanterne. À la lanterne, l'Autrichien. Mort à l'Allemand. Ah! Le hoquet aviné et sanglant de cette horrible foule. Elle avait oublié le roi et la reine point à la lanterne. À mort, l'Autrichien. Et la tête de Castelnau, tout à l'heure abandonnée à la nonchalance du sans-culotte qui la portait, s'agitait terriblement, accusant toutes les passions de la foule.
qui eût dit à Castelnau qu'il serait un jour l'expression de la colère populaire. Mais aussi qu'il eût dit à Barnave. En ce moment, je me crus perdu, si la colère du peuple ne se fût calmée, à l'instant j'étais un homme mort. Je voulus en finir avec cette populace innommée, une fois au moins, je la voulais mépriser à mon aise, et véritablement, je la regardais avec ce profond mépris qu'elle comprenait si complètement et si bien, et qui l'eût poussée aux dernières violences. En un mot, j'étais perdu et déchiré en 1000 pièces. Si tout à coup le torrent qui descendait n'eût rencontré le torrent qui montait. Ah! Les voilà! Les voilà! Les voilà enfin, criaient les égorgeurs de Paris. Nous vous les ramenons, répondaient les égorgeurs du grand chemin. Si bien qu'ils oublièrent de m'égorger? En ce moment affreux, j'aurais voulu être mort. J'enviais Castelnau. La voiture était là, comme un convoi funèbre. Elle s'arrêta sur la place, au pied d'une croix brisée. Elle contenait tout un monde. Aux fils de Saint-Louis. Aux filles des Césars. La reine, au milieu de ce flot qui monte en grondant, se tenait immobile et calme et patiente. Il y avait sur cette place une fontaine. Elle n'osa pas demander à boire, mais son regard, tourné vers l'humble villageoise qui remplissait sa cruche à la fontaine, était si triste. Alors la villageoise, au courage, eut pitié de cette reine, et de sa main généreuse elle lui tendit un pot de cette eau fraîche. Elle but la dernière, après son mari et ses enfants, et pour la jeune villageoise elle trouva encore un sourire. Elle était là sous ce soleil. Autrefois, quand le clocher de l'église était debout, il y avait de l'ombre à cette place, une ombre crénelée et gothique au-dessus de laquelle s'agitait la cloche villageoise. Plus d'ombre, à présent qu'il n'y a plus de roi. Cela dura longtemps ainsi, on changeait les chevaux. Nous voyions tout cela de bien près. Quand Hélène aperçut sa royale maîtresse au soleil, brûlée et protégeant de ses bras son cher enfant, elle se mit à fondre en larmes. Elle priait, elle pleurait, elle voulait sortir, mais la foule était grande à la porte de l'hôtellerie, on eût dit une cloison vivante qui nous retenait prisonniers comme dans une tour. Hélène revint à la fenêtre, en tendant ses bras à la reine. Hélas! La reine était plongée en ses contemplations funestes, elle ne voyait rien, elle n'entendait rien. À la fin, Hélène, éperdue, hors d'elle-même, et priant Barnave, « Monsieur, monsieur », lui dit-elle, « elle est là, votre proie, enfin la voilà, cette reine, elle vous attend, elle est à vous, allez la prendre, et par pitié, faites-moi prisonnière aussi, prisonnière avec la reine, à qui j'appartiens. Donc, monsieur, hâtons-nous. Tirez-moi d'ici, partons. 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 » Barnave hésitait, il chancelait, il tenait sa proie, il n'osait pas la regarder en face, il n'osait pas toucher à ce présent que lui faisait le peuple point aux vanités de ses victoires misérables. Vanité de ses haines impuissantes. Tribun vaincu, vous voilà bien embarrassé de vos fameux pouvoirs. Et quoi? Le peuple, ton maître, a confié à ta garde la reine et le roi, leurs fils et leurs filles, et leurs sûrs, tout cela est à toi, c'est ton bien, c'est ta gloire. À la fin ton rêve est rempli, tu es au but, le char est prêt, monte enfin dans le char de ton dernier triomphe et traîne enfin tes victimes au bourreau. Ce malheureux me fit pitié. Venez, Barnave. Et soyez homme, encore une fois. Lui dis-je, une heure encore soyez le maître. Ouvrons-nous un passage au milieu de cette foule horrible. Allons à la reine, elle nous attend, ne la faisons pas attendre au grand soleil. Venez, Barnave. Et vous, ma cousine. Allez au secours de tant de malheurs. Retournons à Paris, nous aussi, dussions-nous y rentrer comme Castelnau.
Nous partions, nous étions à la porte tous les trois, cherchant à l'ouvrir, mais contre la porte se tenait une masse inerte. Essayez de la remuer, cette masse occupée à regarder une révolution qui passe au milieu de l'insulte et des malédictions. Tout à coup, hélas, malheureux que j'étais, j'oubliais ma mère, tout à coup je vis ma mère. Attirée à son tour par le bruit, elle se tenait sur la porte de sa chambre, et elle regardait. Alors Hélène, se tournant vers moi, me dit d'un ton résolu, « Soyez bénie pour votre dévouement et votre courage. Hélas! Vous étiez digne en effet de mourir pour une si belle cause, et j'aurais accepté généreusement votre sacrifice, il est vrai. Mais votre mère, irez-vous l'abandonner au milieu de ces tristes sentiers? Elle alla à ma mère. Ordonnez, madame, à votre fils de ne pas vous quitter. Ma mère s'approcha de moi, elle prit mes deux mains, elle se mit à genoux, baignant mes mains de ses larmes. Je sentis ces larmes précieuses qui roulaient de ses yeux, et sur mes mains sa bouche desséchée. Alors, Barnave eut pitié de moi, à son tour. Monsieur, me dit-il d'une voix forte, vous avez mal pris votre temps pour venir en France. Heureusement que votre devoir est ailleurs. Vous appartenez à votre mère, allez, et sauvez-la de son épouvante. Mademoiselle appartient à la reine, je suis au peuple. Ainsi, laissez-moi remplir mon devoir de députée, souffrez qu'elle accomplisse avec honneur ses devoirs d'amie et de sujette. En même temps, mais d'une voix plus basse et plus douce, adieu. Me dit-il, si vraiment vous me trouvez à plaindre, et si vraiment vous m'avez aimé, embrassez-moi, embrassons-nous. Et il se jeta dans mes bras en suffoquant. En même temps, penché à mon oreille, écoutez, me dit-il, vous m'avez promis de quitter la France quand je vous aurai montré la femme que vous cherchez. Plus d'une fois vous m'avez dit à moi, Barnave, je n'ai plus qu'une chose à faire en France, un baiser à donner, et je pars. Vous m'avez dit cela souvent, vous me l'avez juré sur votre parole d'honneur. Eh bien, au nom de votre mère et de votre honneur, quittez la France, et touchez de vos lèvres, avant de partir, les deux lèvres que voici. En même temps il me montrait mademoiselle Hélène de ****, qui prenait congé de ma mère en lui demandant sa bénédiction. Barnave essuya ses yeux pleins de larmes. Il ceignit son écharpe, et par la vertu de ses couleurs redoutées, la haie aussitôt se forma, et laissa la place libre aux représentants du peuple. Une fois la place libre, il revint à nous, et me voyant encore auprès d'Hélène immobile et sans voix, « Embrassez-la, me dit-il, pour la première et pour la dernière fois. Accomplissez courageusement tout votre mystère, et s'il y eut entre vous une faute, allons, courage, et songez que cette faute est cruellement expiée. » En ce moment, il me sembla que les cieux venaient de s'entr'ouvrir, tant il y avait de grâce et de pardon, d'espérance et de contentement, dans l'attitude et dans les yeux de mademoiselle de ****. Elle me pardonnait. Elle se pardonnait à elle-même, « Oh, dit-elle, ô mon époux. Mon cher époux que j'aime. Mais je ne veux pas, tu ne veux pas tant de bonheur en présence de tant d'infortune. Adieu donc. Nous nous embrasserons dans le ciel. » Elle suivit Barnave qui l'entraînait. Soudain la foule, obéissante un instant, se referma sur elle et nous fûmes séparés, Hélène et moi, jusqu'au commencement de l'éternité. J'eus assez de force encore pour remonter avec ma mère dans la chambre de l'auberge, je fus assez courageux pour me mettre à la fenêtre, et bientôt, la tête nue et m'inclinant, comme un courtisan d'autrefois, je le vis passer, ce chariot funeste où ma vie entière était renfermée. Ô misère! Ô douleur! Pitié! Providence! Au fond du carrosse, à la place d'honneur, à côté de la reine était assis Pétion, ce vil Pétion, l'insulte en personne. Il avait la reine à son côté. Il brisait de son sabre à la poignée horrible les bras du petit dauphin.
Il avait assis, devant lui, le roi qui saluait la foule. Il heurtait Madame Élisabeth. Sur la banquette, à côté du roi, vis-à-vis de la reine, était assis, humble et les yeux baissés, Barnave. À voir ce Barnave humilié, à voir cette reine auguste et clémente, on eût dit que c'était la reine qui s'emparait de Barnave. Ô vertu, majesté, grandeur, crime, impiété, révolte. Ô pêle-mêle abominable, impie. Ô ce chemin de Varennes, que les siècles les plus pervers n'oublieront pas. Et tout passa. Roi, reine, enfants, larmes, terreur, soupirs, gémissements, remords, foule hurlante, et prière et pitié, souffrance de l'âme et souffrance du corps. Tout s'évanouit dans cette poussière ardente et tout se perdit dans les abîmes. Ma mère, un instant réveillée en sursaut, fit le signe de la croix, en criant « Vive le roi !» Humble cri qui se perdit dans le ciel. Je m'inclinai en pleurant sur tant de malheurs. Puis, je vis dans le lointain, comme en un rêve, la main de ma cousine Hélène. Elle m'envoyait un baiser. Chapitre 11. Ainsi fut engloutie au fond des abîmes cette monarchie, et cette maison de Bourbon qui n'avait pas son égal sous le soleil. Maintenant que la route était libre, et déjà se repentait de ses violences, je ramenai ma mère en son paisible manoir de l'Allemagne. En passant à Varennes, je rivis l'ornière où ma voiture s'était brisée en venant en France. À cette même ornière, hélas, la reine et le roi s'étaient brisés. Qui que vous soyez, parcourez lentement l'espace étroit qui sépare le pont de la ville, les rivages d'Axiom, les champs de Philippe, la fertile plaine d'Ivry, ces lieux solennels que consacre la chute ou la grandeur des empires, n'ont pas, à mon sens, un intérêt égal à l'intérêt que m'inspire encore cette borne fatale, où le petit-fils de Louis XIV s'avoua vaincu et fugitif, où il fut décidé, irrévocablement décidé, que la France, elle aussi, aurait son Charles Stuart. La monarchie, en cette ornière, ne trouva pas une main tendue pour la secourir. Moi, j'avais trouvé à cette place le bras et le secours de la jolie villageoise Fanchon. Que dis-je? Elle était assise encore sur le banc de ses noces, son chapeau sur le côté de sa tête, comme si elle m'attendait. Je n'eus pas la force de lui parler. Je la vis, qui nous suivait d'un regard inquiet et plein de larmes, comme si chaque voiture qui passait sur la route eût dû contenir un roi fugitif. Bonne Fanchon. Ce regard de pitié me réconcilia avec elle. En la voyant si triste, j'oubliai sa cruauté envers moi. Arrivé à la frontière, le Rhin passé, ma mère abattue et muette d'effroi, je résolus d'attendre sur les bords du fleuve des nouvelles de la France et de sa reine, et de son roi. Pensez donc si je suis resté longtemps, attentif au moindre bruit qui venait de ce royaume égorgé dans mon château des bords du Rhin. Je l'aime et je l'honore, ce vieux père aux flots d'azur. C'est le fleuve par excellence, et le fleuve de mon choix. J'ai vu le Rhône, errant et capricieux comme le génie de la France, j'ai vu la Loire, patiente et marchant lentement, comme le récit d'un vieux trouvère de la Bretagne, la Seine aussi a son embouchure royale, mais le Rhin se glorifie à bon droit de ses vieux châteaux sur ses deux rives, de ses villes crénelées, de ses forêts qui le protégeant de leur ombre. Ah! Que d'années j'ai passées sur les bords riants ou sombres du vieux fleuve allemand. J'y suis encore et j'y veux mourir, pour peu que les guerres et les révolutions me le permettent. Si c'est l'été, je vais plonger dans l'ombre errante et des vieux murs et des tours qui le bordent. Qu'il fait bon chercher sous cette eau plaintive le secret de ses ruines, quelle tâche aimable à suivre au courant du flot ses seuils et ses balcons qui ruissellent et murmurent, et s'éloignent jusqu'au fond de son lit. Si c'est l'hiver, je m'assois dans la barque des pêcheurs, et je souris à mon fleuve sous le nuage glacé. C'est lui. Je le connais à toute heure, le matin quand il s'éveille, en grondant comme un peuple oisif,
et le soir quand il s'endort avec la cornemuse des veilleurs. Parcourez ses bords. Que de monuments debout encore, et que de champs de bataille, ensemencés déjà. Partout ce sont des moissons ou des cathédrales qui jettent leur ombre à ces champs engraissés par les ossements mêlés des Allemands et des Français. Les flèches perdues dans le nuage, à savoir Cologne, Bonn, Mayence, Worms, Spire et Strasbourg, ces forêts de pierre, protégeant toujours le vieux sol, foulé si souvent et si longtemps par les pieds des bataillons. Ces vastes champs de houblon, qui grandissent pour les solennelles orgies des étudiants de l'université voisine, ils ont été parcourus par la Révolution française. Le pas des soldats français retentit en ces campagnes, où l'histoire se mêle à la fiction. Je vois passer, sur la même route, ici, le coursier de Bonaparte et l'attelage aux 4 chevaux d'Hermant et Dorothée. Le même écho m'apporte à la fois les cris de guerre et les sons du clavecin sous la main du maître d'école, ou le bruit des chœurs qui s'interrompent en tombant dans les prés. Toute l'histoire que j'ai vue finir dans ma jeunesse, vieillard, je l'ai vue recommencer sur les mêmes bords. Hélas! La tête tranchée de Marie-Antoinette, notre archiduchesse, n'a pas empêché, 25 ans plus tard, une archiduchesse, jeune et belle, de passer le Rhin, elle aussi, pour aller chercher en France un trône, un époux, un maître. Ah! Vanité du passé. Les leçons du passé ne profitent pas au présent, j'aurais pu avertir cette autre archiduchesse du danger que les reines couraient là-bas, elle ne m'eût pas écoutée. Triomphante, elle passa le Rhin soumis, plus tard, elle repassa en fugitive le Rhin qui s'était révolté. L'histoire, un vain jouet d'enfant. Nous avons eu cela de bon, chez nous, Allemands, c'est que toute l'histoire moderne a été faite à notre profit. L'Allemagne a tenu l'étrier à la France, comme je l'ai tenu à Mirabeau. Quand l'Europe entière faisait de l'histoire, une histoire sanglante, l'Allemagne faisait de la poésie et du drame. Aujourd'hui, avant de mourir, il m'a été donné de voir encore une révolution française, la révolution de 1830, comme si la France avait le monopole des révolutions. Révolution qui frappera, cette fois, sur l'Allemagne, et qui troublera bien autrement ton onde, ô mon beau fleuve. C'est très vrai, nos villages sont encore en apparence aussi paisibles et contents qu'il y a 7 mois, ils resplendissent de toutes les couleurs tranchées d'une moissonneuse au jour de fête, au-dedans combien tout est changé. Sous ces toits aigus, derrière ces vitraux de plomb, les hommes ne s'abandonnent plus uniquement à la fumée des tabagies, ballottée jour et nuit entre 2 civilisations puissantes, le Nord et le Midi, l'Allemagne et la France, qui les tiraillent à chaque instant, ils songent à prendre un parti définitif. Il ne s'agit pas d'un drapeau nouveau, il faut choisir, cette fois, entre 2 races, 2 climats, 2 mondes. Sans doute, il est grand, l'effroi qu'on a de voir le noyer qu'on a planté, le bois et le champ paternel, émondé par la mitraille et les pas des chevaux, pourtant c'est une des nécessités de l'Allemagne de se soumettre à ces révolutions qui ne s'arrêtent pas. La résistance de l'Allemagne à la première révolution française a été belle et grande, il faut qu'elle cède à la seconde. À l'insu même de l'Allemagne, l'attraction muette de la France est là s'exerçant sans relâche à compléter ses destinées. Désormais, malgré tous les obstacles, les 2 climats sont jetés dans le même avenir, mais quel choc avant de se rejoindre, et que de sang répandu avant de s'entendre et de se réunir. J'ai vu sur ces bords nuageux toute la grande migration française. C'était une honte pour cette vieille noblesse qui fuyait son pays, vagabonde et tremblante, abandonnant son roi prisonnier. Cependant ces frivoles gentilshommes, tournant le dos à la France, imprévoyants, se livraient à la plus folle gaieté, comme s'ils eussent fait à l'étranger un voyage de quelques jours. De toute cette noblesse perdue, je n'ai vu qu'un homme qui comprit toute sa position. Un matin, j'étais ce jour-là plus inquiet que jamais de la France, et je m'en approchais de toutes mes forces,
car la tempête grondait au loin, je vis venir à moi un gentilhomme français qui paraissait accablé de fatigue. Les marches forcées, l'insomnie et la privation de tout ce qui faisait sa vie et ses loisirs d'autrefois, ne l'avaient pas tellement défiguré que je ne pusse reconnaître le vicomte de Mirabeau. À son aspect je me sentis saisi d'une profonde pitié. Il vint s'asseoir à côté de moi, triste et silencieux, ce brusque et hardi parleur, naguère si plein de joie et de gros bons mots. Lui, si fier et si brutal, dont la voix était connue en tous les lieux consacrés à la bonne chair, au bon vin, il demanda modestement de quoi manger un morceau, car il n'avait rien pris depuis 24 heures. Disant cela, il poussait le soupir plaintif d'un homme à jeun de la veille. Ce ne fut qu'après qu'il eut bu lentement une bouteille de vin du Rhin, que je me hasardai à lui parler. Me permettrez-vous, monsieur le vicomte, de vous demander des nouvelles de la France et de sa royauté? Il parut étonné de ma politesse, et sans répondre à ma question directement, puisque vous osez donner ces titres à un gentilhomme, appelez-moi comte de Mirabeau, me dit-il, je suis le comte de Mirabeau ici, là-bas, je ne suis plus que le citoyen Riquetier en veste courte, en bonnet rouge, en gros souliers. Disant ces mots, il soupira profondément, regardant sa bouteille vide, attendant le déjeuner qu'il avait demandé. Et le roi, monsieur le comte? Comment va le roi? Je vous prie. Il me regarda d'un air défiant, puis sa sérénité naturelle reprenant le dessus. Figure-toi, citoyen, c'est-à-dire figurez-vous, monsieur, que les infâmes jugent le roi, demain. En même temps, il posait son sabre sur la table, il ôtait son chapeau, il s'essuyait le visage, il faisait tous ses préparatifs comme un convive qui se rend à un repas convié. Puis son regard venant à rencontrer la table nue et la chaise de paille, et moi qui l'observais, il songea à sa situation présente et reprit en ces mots, jugez de tout ce qui se passe en ces endroits maudits. Les cheveux de la reine ont blanchi en 24 heures, c'est pitié maintenant de la voir, cette reine, notre amour et notre orgueil, surprise avant l'âge par la vieillesse, on dirait l'amandier en fleurs par une gelée de printemps. Quand il eut dévoré son maigre repas et la première faim calmée, son visage devint plus serein, et, voyant que je l'écoutais de toute mon âme, il reprit la conversation interrompue. Il est passé, le temps où, quand l'étranger demandait au passant, où demeure le vicomte de Mirabeau. Le passant lui répondait gravement, à ce monceau d'écailles d'huîtres, monsieur. Il soupira, puis revenant à une expression plus grave, par grâce et par pitié, croyez-moi, ne parlons pas de la France. Un si doux royaume. Et si fertile, où les femmes étaient si belles, et les vins si choisis. À cette heure, amis, vous ne reconnaîtriez pas la France. Et tant de ruines, et tant de malheurs, parce qu'il a plu à monsieur mon frère de se faire marchand drapier. Puis se levant brusquement, comme ils l'ont récompensé, mon frère. Et c'était bien la peine, en vérité, d'être un héros d'éloquence, un révolutionnaire irrésistible, un Jupiter tonnant. Figurez-vous, monsieur, qu'il l'avait porté triomphalement, vous ne devineriez jamais dans quel panthéon. Il l'avait porté, il l'avait enseveli dans l'église Sainte-Geneviève. La Vierge Sainte avait fait place à l'amant de Sophie, et les saints, étonnés de cet étrange camarade, en faisaient des gorges chaudes sur leurs autels délabrés. Mais quoi? Monsieur mon frère a gardé son temple, moins longtemps que la sainte elle-même. Le peuple a repris à Mirabeau le tombeau qu'il lui avait donné, ils ont brisé sa pierre et son épitaphe et l'urne lacrymale, ils ont repris ce corps en pourriture, ils l'ont traîné sur la claie, après quoi ils l'ont jeté à la voirie. Ainsi s'est accompli le triomphe éternel de cet ami du peuple. Ah! Ce pauvre diable, au fond de l'âme, il était un bonhomme, il avait beau nier et renier, sa négation respirait la grâce chevaleresque des temps anciens. C'était un lion sous plusieurs peaux de bête puante, un vrai gentilhomme en dépit de sa carmagnole.
il eût mieux fait d'être honnêtement et simplement un grand homme, et de se venger en pardonnant. Prisonnier et roi, Dieu et pourriture, à l'autel, à la voirie. Son sort est le même durant sa vie, après sa mort. À ce nom de Mirabeau, je me sentis remué presque autant que je l'avais été au nom de la reine. Mirabeau, mon héros, mon ami, mon maître, à qui je portais un dévouement même domestique. J'allais parler de Mirabeau et le pleurer tout à mon aise, lorsqu'un jeune homme, un nouveau venu, vint s'asseoir à nos côtés, et tout de suite il aborda la grande question: quelle nouvelle de la France, messieurs? Puis, sans trop hésiter, comment va la reine, dit-il en s'inclinant. Nous comprîmes tout d'abord, le vicomte de Mirabeau et moi, que cet étranger était de nos amis. Ce jeune homme était un Allemand de la vieille race. Au premier coup d'œil, on comprenait que le génie avait envahi ce front jeune encore et déjà dépouillé, sa taille était déjà légèrement courbée vers la terre, sur laquelle il ne devait pas rester longtemps. Je lui répondis, charmé de le voir à mes côtes: la reine est en prison, monsieur, ses cheveux ont blanchi dans l'espace d'une nuit, à force de tourments. Ô Dieu, fit-il, où donc est ta justice? Ô peuple ingrat! Où donc est ta pitié? Ô ma reine! Ah! Qu'elle était belle et charmante en ses jours de vie et de splendeur! Je n'étais qu'un petit enfant, un pauvre enfant allemand, j'avais 4 ans alors, je mendiais ma vie et j'allais mendier en France, il n'y eut que la reine qui me fit l'aumône d'une louange, à la prière de Haydn, en souvenir du vieux Gluck. Le vicomte de Mirabeau nous voyant, le jeune homme et moi, tout remplis d'une vague curiosité, nous prit tous les deux par la main: je vous répète que je ne vous dirai pas un mot de la France. Mais voulez-vous savoir ce que j'ai vu avant de quitter Paris, messieurs? C'est une histoire assez plaisante, et si vous étiez poète, ami jeune homme, comme je le crois, dit-il au nouveau venu, vous pourriez en faire une bonne comédie un jour à venir. Le vicomte était retombé dans une de ses gaietés d'autrefois, mais celle-ci était empreinte d'une indicable tristesse, il avait le sourire d'un homme frappé à mort. Figurez-vous, nous dit-il, que le même jour sont revenus de Londres Madame la Comtesse du Barry et Sar le Duc d'Orléans, comme un honnête toréador qui veut assister à un combat de taureaux. Arrivés à Paris, à la même heure, le prince et la courtisane se rencontrent à la même porte de la ville. Alors les voilà qui se font politesse et 1000 compliments à qui passera le premier. C'est à vous à entrer, madame, qui avez jeté la monarchie en ce désordre, c'est à vous, monseigneur, qui avez vendu le roi et la reine. Et voilà ces deux crimes qui se complimentant à qui mieux. Il faut avouer que son Altesse est bien modeste. Nos deux crimes seraient encore à la même place à ce Complement, si le prince, en toute hâte, n'avait pas eu à voter la mort du roi, vous concevez qu'il se soit hâté. Notre jeune homme écoutait ces choses dans le plus morne étonnement, mais, dit-il, je croyais que le plus criminel de ces criminels de là-bas, c'était Mirabeau, non pas Mirabeau l'honnête homme, mais celui qui est mort. Le vicomte, hors de lui-même, leva les mains au ciel. Oui, s'écria-t-il, vous dites bien, vous êtes dans la vérité. Sinon dans la démence. À coup sûr, le plus scélérat, c'est Mirabeau. Honte à lui, honte à Mirabeau, celui qui est mort. Malédiction sur Mirabeau. Messieurs, m'écriai-je, il ne faut pas être injuste pour le génie, et croyez-moi, ne maudissez pas Mirabeau. Il a été pardonné par la reine, moi qui vous parle, j'ai vu aux pieds de la reine Mirabeau vaincu par sa majesté, donc silence à vous, jeune homme, et silence à vous, son frère. Il est mort innocent. Il est le seul qui ait compris son époque, et vous ne l'avez pas plus comprise, vicomte, que Marat lui-même ne l'avait comprise. Ainsi, bénissez le nom de votre frère, et loin de le maudire, honorez sa mémoire.
soyez en fiers, et puisque son temple est brisé par ce peuple impie, ardent à détruire avec rage ce qu'il adorait avec crainte, rendons dans notre cœur son temple à Mirabeau. Le vicomte se découvrit, ses yeux se remplirent de larmes. Vous me soulagez d'un grand malheur, me dit-il, et d'un grand doute. À présent je puis mourir avec le nom de mon frère, à présent je mourrai en gentilhomme, en confessant que je suis le frère de Mirabeau. Il se leva. Il reprit son sabre et le remit à sa ceinture. J'ai sur le flanc une blessure que m'a faite Barnave, un coup d'épée qu'il m'a donné dans ses beaux jours, et qui me fait toujours souffrir. Pourtant j'imagine que j'aurais rendu un grand service à Barnave, si je l'avais tué, ce jour-là. Pauvre Barnave! Hélas! Que d'honnêtes gens se sont perdus dans ce gouffre, sans me compter. À ces mots, il prit congé de nous deux, en homme qui se fait violence, il prit ma main et celle de l'étranger. Je m'appelle Mirabeau, nous dit-il, Dieu sauve le roi et la reine. Le jeune homme répondit modestement, sauve Dieu la reine et le roi. Je m'appelle Mozart. Je dis avec eux, sauve Dieu le roi et la reine. Nos adieux furent une prière. Je priai aussi pour vous, Hélène, et cette prière, je la fis tout bas dans mon cœur. Quant à mon nom, je n'osais pas le dire après ceux de Mirabeau et de Mozart. Nous nous séparâmes pour ne plus nous revoir. Chacun de nous finit comme il devait finir. Le gentilhomme est mort de misère, l'artiste mourut d'ennui, victime l'un et l'autre de la Révolution. Et moi, resté seul de ce grand naufrage, errant autour du Rhin, ombre vieille et grondeuse, je m'aperçois que je viens de vous faire un conte allemand. Mon conte finit comme tous les vieux contes français commencent, il y avait autrefois un roi et une reine. Fin Paris. Imprimerie de J. Clay, rue Saint-Benoît, 7. Astérisque 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 End of the project Gutenberg ebook Barnave astérisque 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 updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1.
General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale Electronic Works 1.a by reading or using any part of this project Gutenberg Symbol Marque Commerciale Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale Electronic Works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale Electronic Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale Electronic Works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale Electronic Works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale Electronic Works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale Works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3 If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8
You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information à bout donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S// does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage.
1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501
3. Educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Fondation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Générale information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commercial concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commercial e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commercial e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commercial, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.
Barnave du même auteur Barnave par Monsieur Jules Janin. Nouvelle édition entièrement revue Michel Lévy Frères, libraire-éditeur rue Vivienne, 2 bis 1860. Préface de la première édition. Suite de la première préface. Barnave première partie chapitre I chapitre 2 chapitre 3 chapitre 4 chapitre V chapitre 6 chapitre 7 chapitre 8 deuxième partie chapitre I chapitre 2 chapitre 3 chapitre 4 chapitre V chapitre 6 chapitre 7 troisième partie chapitre I chapitre 2 chapitre 3 chapitre 4 chapitre V chapitre 6 chapitre 7 quatrième partie chapitre I chapitre 2 chapitre 3 chapitre 4 chapitre V chapitre 6 chapitre 7 chapitre 8 chapitre 9 chapitre X chapitre 11 Fin The Full Project. Gutenberg licence.